Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Voilà, vous le savez, France Culture, ça n'est pas l'autoradio, mais on a quand même décidé de vous parler de ce mondial de l'auto, et ce, au moins pour trois raisons. Première raison, cela faisait 4 ans qu'il n'y avait pas eu de mondial de l'auto, et donc c'est un événement. Seconde raison, celui-ci arrive en pleine crise de l'essence, dans un moment donc particulier où l'on voit que la dépendance de notre pays à la voiture est encore extrêmement importante, même si quelques citadins auraient pu l'oublier. Et puis, troisième raison, il est aujourd'hui question de basculer le parc de voitures vers l'électricité, et ce d'ici 2035, c'est-à-dire dans un laps de temps très court. Bref, trois bonnes raisons d'évoquer ce mondial de l'auto qui arrive dans un moment si particulier. Nous sommes en ligne avec Danielle Attias. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite à Centrale Supélec, membre de l'Université de Paris-Saclay et coordinatrice scientifique d'un programme de déploiement de navettes autonomes électriques. Et puis, ici dans ce studio, Bernard Julien, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste spécialiste de l'automobile, maître de conférence à l'Université de Bordeaux. Bernard Julien, que faut-il retenir de ce mondial de l'auto selon vous ? Je crois qu'effectivement, d'habitude, le mondial de l'auto, c'est un peu la fête de l'automobile. Là, on n'est pas dans une ambiance extrêmement festive pour des raisons qui sont à la fois liées à la crise énergétique et à ses ramifications dans les conflits sociaux. Et puis parce qu'aussi, effectivement, ce basculement vers l'électrique que vous évoquiez est un basculement qui est hautement problématique, hautement inquiétant pour les salariés français, pour les entreprises françaises. Et je pense aux constructeurs, mais pas seulement aux constructeurs. Et par conséquent, il y a aujourd'hui disons une dimension d'interrogation prospective autour de ce mondial qui est peut-être est celle qui prime pour une fois, alors que d'habitude on est en train de regarder, j'allais dire, les belles bagnoles et cette ambiance festive-là, elle est un peu mise sous le boisseau cette fois-ci. C'est un secteur qui doit faire sa mutation aujourd'hui. Danielle Attias, même question. Que retenez-vous de ce mondial de l'auto ? Quels sont les faits saillants selon vous ? Alors moi, je pense qu'on est dans une période très particulière. Il y a un véritable basculement. Tout d'un coup, l'électrique devient le centre de tout, avec des projections en termes de chiffres, en termes d'usage, en se disant, ça y est, on va être tous en voiture électrique dans 10-15 ans. Je pense en plus que tous les constructeurs mettent l'accent là-dessus. Quand vous voyez les publicités aujourd'hui, il n'y a plus une publicité pour le thermique, c'est terminé. Je veux dire, l'électrique est devenu, a complètement envahi notre espace, l'espace urbain, l'espace médiatique. Alors je crois qu'il y a une vraie dynamique. Maintenant, la question qu'on va se poser et qu'on peut se poser tous, c'est est-ce qu'on va y arriver ? Parce que 2035 est notre échéance. Comment atteindre ce niveau-là de millions de voitures qui seront à disposition dans le parc français. Tout ça reste, il y a pas mal de points d'interrogation à franchir. Oui, d'autant qu'il y a eu des annonces d'Emmanuel Macron hier avec une prime augmentée, Bernard Julien, au profit donc de ceux qui achèteront une voiture électrique, et une volonté de faire en sorte que cette mutation, elle s'opère principalement via les constructeurs européens. Oui, effectivement, il y a un défi industriel. Mais avant ça, je souhaite souligner quand même qu'on parle beaucoup de 2035. Mais si on a choisi 2035, c'est pour qu'en 2050, on ait un parc automobile, c'est-à-dire un ensemble de véhicules circulants qui soient propres. Donc ça veut dire qu'on souhaite avant toute chose... 2035, pardon, c'est la vente... 2035, ce sont les immatriculations, ce sont les ventes, si vous voulez. Évidemment, c'est-à-dire qu'à partir de 2035, il ne sera plus possible de vendre des voitures à moteur à combustion. Neuves. Et évidemment, il faudra 15, 20, 25 ans pour que l'on digère ces véhicules à combustion. Et évidemment, tout le problème est de savoir si on peut y arriver aussi à ce niveau-là. Donc il y a au fond deux questions. Il y a une question industrielle qu'évoquait Danielle Attias, qui essaie de savoir si on arrivera à produire ces voitures en nombre d'ici à 2035. Et puis ensuite, il y a la question de savoir si les ménages, y compris les ménages, j'allais dire, bulgares ou les ménages du fin fond de la Creuse, seront équipés en électrique dans ce laps de temps qui nous sépare de 2050. S'agissant de la question industrielle, qui est celle qui a été évidemment posée par Emmanuel Macron hier, il y a évidemment une crainte qui est de voir les véhicules produits soit par des constructeurs chinois en Chine, soit par des constructeurs chinois en Europe, soit par des constructeurs européens qui pourraient être Renault ou Stellantis, hors de France. Et ces questions-là, ce sont des questions extrêmement sérieuses. Aujourd'hui, on a une consommation de véhicules électriques et hybrides qui a décollé. Et on a un déficit commercial en ces deux domaines
qui est extrêmement important, qui est de l'ordre de 2 milliards d'euros par an. Donc on a aujourd'hui, si vous voulez, pratiquement la moitié de notre déficit commercial automobile qui est électrique. Donc ça veut dire que, certes, il y a des choses qui vont dans le bon sens, mais que pour l'instant, on est assez loin du compte. Je rappelle que Emmanuel Macron avait, dès mars 2020, affiché les ambitions qu'il répète aujourd'hui. Donc il faut que nous soyons extrêmement vigilants parce que la pente à remonter est assez raide. La part de marché aujourd'hui de l'électrique, elle est de 18%. Bernard Julien, elle a quand même réussi à croître assez rapidement. 18%, c'est quand on met ensemble l'hybride rechargeable et l'électrique à batterie. L'électrique à batterie, il est plutôt à 10-12, et l'hybride rechargeable, qui sont ces véhicules qui feignent d'être électriques, j'allais dire, c'est plutôt 7-8, alors que c'était pratiquement à parité l'an dernier. Mais c'est vrai que c'est quand même très impressionnant par rapport aux ambitions qui étaient affichées et par rapport au scepticisme que ça a suscité. Donc bien sûr que 10%, ça n'est pas 100%, et que le chemin à parcourir d'ici à 2035 est impressionnant, mais je dirais que c'est à la fois rassurant et inquiétant, parce que c'est vrai qu'on n'est pas sûr d'y arriver, mais c'est vrai aussi que comme l'essentiel reste à faire, ce que nous repérons aujourd'hui comme problème est susceptible de se résoudre dans les années à venir, et c'est bien sûr cela qu'il faut identifier. Daniel Attias, passer à l'électrique, cela signifie que toute la filière doit aujourd'hui muter. C'est une révolution avec tous les risques liés aux révolutions. Oui, tout à fait, tout à fait. Dans mon livre là sur la révolution automobile, c'est quelque chose que je précise parce que concrètement, c'est une reconversion de millions d'emplois, parce que la filière, c'est, on le sait, les concessionnaires, les garagistes, tous ceux qui vivaient jusqu'à présent du thermique et qui vont continuer à en vivre pendant quelques années, tout le système des réparations. Aujourd'hui, on sait aujourd'hui qu'on peut acheter une Tesla par Internet, donc on n'a même plus besoin d'un concessionnaire. À partir du moment où on sait ce qu'on veut, on peut acheter une voiture électrique directement sans passer par une centrale quelconque d'achat. Et puis il y a une deuxième question qu'a soulevée Bernard et qui aujourd'hui est assez complexe pour nous, c'est que l'approvisionnement des matières premières, les batteries au lithium, malheureusement aujourd'hui ce minerai n'est pas véritablement produit en France, il y a des projets pour ça mais ce n'est pas encore le cas, et nos technologies sont importées, et principalement de Chine. Et là, la question est effectivement de relocaliser des productions en France. Ça, c'est un défi industriel énorme. Et ça aussi, ça modifie complètement la filière automobile que nous connaissons aujourd'hui. Avec un certain nombre, là aussi, d'évolutions qui vont être extrêmement importantes, Bernard Julien, parce qu'en fait, la question, ça n'est pas seulement de remplacer un moteur par un autre, le moteur à combustion par des moteurs électriques, cela signifie aussi que l'entretien d'une voiture électrique, les réparations d'un moteur électrique sont généralement bien moins fréquentes qu'un moteur à essence. Cela veut dire que l'ensemble de la chaîne va être plus que révolutionné. On peut imaginer par exemple que beaucoup de garages vont se retrouver avec infiniment moins de travail qu'auparavant. Oui, alors sur cette affaire-là, on a quand même une assez grande inertie des parcs. C'est-à-dire que pour que les effets que vous évoquez se manifestent, il faudra probablement dépasser 2040-2045. Et par conséquent, il y a un petit peu de temps d'adaptation. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'en occuper, ça veut dire que j'insiste sur l'idée que le parc est extrêmement difficile à renouveler, et que le défi qui se pose à nous est celui-ci. Alors ça a comme contrepartie que les professionnels de la réparation, typiquement, ils sont relativement préservés, ils ont le temps de voir venir d'une certaine manière, mais ça veut dire aussi qu'avec un parc automobile qui aujourd'hui a plus de 11 ans, avec des ménages qui achètent très massivement des voitures d'occasion plutôt que des voitures neuves, on a une vraie problématique qui est celle qu'à Bruxelles on appellerait la question de l'inclusivité, c'est-à-dire la question d'éviter l'exclusion par l'électrique. Donc on sent bien aujourd'hui que les voitures électriques sont très chères, que déjà les voitures thermiques étaient trop chères pour que les ménages les acquièrent, et donc on a un vrai problème aujourd'hui qui est de faire en sorte que les ménages les plus modestes ne soient pas demain montrés du doigt comme étant des pollueurs, là où seuls les plus riches, et puis en Europe, plutôt les Norvégiens ou les Allemands, arriveraient à être propres. Oui, parce qu'en fait, parmi les fractures automobiles, il y a déjà donc l'apparition de ces zones à faible émission qui vont devenir de plus en plus restrictives, ce qui signifie concrètement, Bernard Julien, qu'un certain nombre de véhicules ne vont plus pouvoir entrer dans les zones denses dans les villes.
Voilà, c'est-à-dire que les phénomènes du type gilet jaune qui sont fondamentalement liés au fait que les ménages modestes, très souvent, la seule manière qu'ils aient d'avoir une vie un peu moins désagréable, c'est de s'éloigner de là où ils travaillent, c'est de s'éloigner des centres-villes, c'est de se périurbaniser, comme disent nos collègues géographes ou urbanistes. Hein, et cela, ça va de pair avec des niveaux de motorisation et de multimotorisation très élevés. Hein, et on s'aperçoit quand même que dès qu'on a beaucoup de voitures, on a des vieilles voitures. Dès qu'on a beaucoup de voitures, on n'est pas client des constructeurs, on est client des autres ménages, on est client des petits garages. Hein, toutes choses qui sont aujourd'hui évidemment au cœur, enfin, qui devrait être en tout cas au cœur de l'agenda politique sur cette transition énergétique. Donc il y a bien deux questions, une question industrielle qui est une question qui n'est pas résolue, et puis une autre question qui est, j'allais dire, encore moins résolue, qui est la question de savoir comment on va arriver à faire en sorte que le parc des ménages, de 40 millions de voitures particulières, dans un pays comme le nôtre, de presque 11 ans et demi de moyenne d'âge aujourd'hui, puisse se renouveler dans des conditions qui permettent d'aller au bout de cet objectif qui est celui qui est affiché aujourd'hui. C'est un sujet qui est pris au sérieux par les politiques. Il y a donc eu l'apparition d'une nouvelle prime. Emmanuel Macron en parlait hier, Bernard Julien. Oui, alors la prime, effectivement, elle entend adresser cela, comme la voiture à loyer modéré, là, de 100 €, qui est promis pour 2024, entend le faire. Là où je m'interroge, si vous voulez, c'est sur le réalisme de la mesure, puisque on va donner 7 000 € plutôt que 5 000 aux ménages les plus modestes. Et quand on dit ménages les plus modestes, on prend les 50% des Français qui ont les revenus les moins élevés. Quand je prends ces ménages-là dans mes statistiques, j'ai des gens qui n'achètent pratiquement pas de voitures neuves. Et c'est pas parce que vous leur donnerez 7 000 € qu'ils vont acheter des voitures neuves, eux qui achètent des voitures plutôt à 4 000 €, quoi. Donc évidemment, si vous faites grimper leur capacité d'acheter la voiture à 11 000 €, mais que vous leur proposez d'acheter des véhicules électriques neufs qui valent 30 000 € au minimum, on est très loin du compte, quoi. Donc si vous voulez, c'est symboliquement important que d'adresser cette question-là. La manière dont c'est fait aujourd'hui est tout simplement très décalée par rapport à la réalité des pouvoirs d'achat et des manières de se comporter par rapport à l'automobile dans la société française. Et puis, Daniel Attias, on en parlait, l'évolution donc du parc vers l'électrique va entraîner un certain nombre de modifications. On a la question des terres rares, on a la question du recyclage aussi des batteries, des questions qui aujourd'hui demandent à trouver une solution, je le dis avec un euphémisme, ce qui signifie que pour l'instant les solutions n'existent pas vraiment. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais là, on a toute la question qui est déjà en cours du recyclage des batteries, qui est quand même une grosse question industrielle. D'abord parce que c'est assez complexe, que ça nécessite des infrastructures, une logistique et tout un cycle de recyclage, donc une seconde vie possible des batteries, qui aujourd'hui est plus ou moins probant. Pour avoir fait des recherches là-dessus, on s'aperçoit que ce n'est pas forcément la meilleure solution. L'autre solution qui consiste effectivement à récupérer les composants de la batterie et donc à recycler tous ces matériaux qui sont à l'intérieur pour leur donner encore une autre vie, ça va être véritablement une nouvelle filière. Elle est déjà en route, elle est déjà en œuvre, mais elle va se développer de manière considérable au fur et à mesure où on aura un effet volume de ces voitures électriques. Alors, ce que Bernard Julien insistait sur quelque chose qui était juste, c'est qu'aujourd'hui, le marché de l'électrique, il n'y a pas beaucoup d'occasions. On est sur un marché qui est assez pauvre parce qu'il est trop récent. Et c'est vrai que l'accès aujourd'hui des ménages à ce marché est très limité. La plupart des ménages n'achètent véritablement une voiture neuve qu'après 60 ans, enfin 50, 60 ans. On achète une voiture neuve finalement tard, quand on est pratiquement à la retraite et finalement quand on a presque moins de déplacements à faire domicile-travail. La plupart de ceux qui sont en domicile-travail sont avec des voitures d'occasion. Et là, pour le coup, la voiture électrique reste quand même un coût d'achat. Alors là où je trouve qu'on insiste un peu moins, et c'est dommage, c'est sur l'usage de la voiture. Parce que finalement, la voiture électrique, une fois qu'on l'a achetée, qu'on a mis en place un crédit, enfin leasing, etc., on a plein d'offres aujourd'hui, eh bien ensuite, le coût d'usage est quand même extrêmement faible, puisque c'est quelques euros pour pouvoir recharger la batterie. Et ça, on en parle peu, parce que finalement, il faudrait aujourd'hui raisonner à long terme quand on achète une électrique, et non pas raisonner sur un achat immédiat qui évidemment est onéreux. Bernard Julien, vous vouliez réagir?
Oui, enfin, par rapport à ce coût d'utilisation, on a évidemment des interrogations. Peut-être que si on n'en parle pas, c'est que autant il était facile de dire il y a quelques semaines encore que recharger sa voiture ne coûtait rien, autant ça devient un petit peu plus compliqué aujourd'hui. Ça peut même devenir extrêmement onéreux sur les chargeurs rapides, puisque si on veut se déplacer loin avec sa voiture électrique, ce qui fait partie des droits de l'automobiliste, on est obligé de faire face à des chargeurs rapides dont les prix ont grimpé de manière considérable. Oui, bon, là, on est face à un autre problème qui est celui du coût d'utilisation de ces recharges et du coût d'installation de ces recharges. Comme économiste, je vous dirais qu'aujourd'hui, on n'a pas de modèle économique fiable pour financer les systèmes de bornes de recharge. Et du coup, on se retrouve avec des constructeurs qui passent leur temps à se plaindre de ce que les charges sociales soient trop élevées, de ce que les impôts de production le soient aussi, et qui demandent, encore une fois, des aides considérables de l'État pour que ces ménages peu modestes, qui utilisent des voitures électriques aujourd'hui, puissent bénéficier d'un réseau de bornes de recharge. Donc on a un vrai problème, disons, de politique, un vrai problème d'économie politique de l'électrique aujourd'hui, qui est lié au fait que si on veut que ça se diffuse à travers les riches, et que ça demande beaucoup d'argent public. Donc on a un espèce d'effet anti-Robin des Bois, là, où on prend dans la poche des plus modestes pour donner aux plus riches, qui est quand même un des problèmes que l'électrique ne posera presque fatalement dans les mois et temps à venir. Ben oui, mais si on veut que l'électrique se démocratise, si on veut aussi qu'il se généralise, il va bien falloir qu'il y ait un effort de fait sur les infrastructures, c'est-à-dire tout simplement sur les bornes de recharge. Aujourd'hui, il y en a encore beaucoup trop peu en France et certaines de surcroît sont des bornes installées par des constructeurs, par Tesla par exemple, ce qui veut dire qu'il y a un vrai problème pour quelqu'un qui souhaiterait faire un long périple loin de son domicile avec un véhicule électrique, Bernard Julien. Oui, mais il y a des arbitrages à rendre, si vous voulez. Donc l'essentiel de la recharge aujourd'hui se fait quand même soit au domicile, soit au bureau. Et je crois qu'aujourd'hui, la priorité, ça devrait être d'obliger à ce qu'il soit facile d'avoir une borne à son domicile, même quand on est dans l'habitat collectif, que ce soit facile de recharger son véhicule au travail, parce que ça couvrira l'essentiel des besoins. Donc ça veut dire que la recharge sur la voie publique dont vous parlez, c'est celle qui focalise toute l'attention et celle qui est finalement la moins utilisée par les utilisateurs réguliers de véhicules électriques. Donc il y a évidemment un problème ici. Et puis c'est vrai que si on veut que ces bornes existent, il faudra que soit les constructeurs, soit leurs clients payent un peu plus volontiers parce que c'est la seule solution que nous ayons. Et il faut probablement mieux aider la filière à s'installer industriellement, aider les ménages les plus modestes à s'équiper en véhicules électriques, y compris d'occasion, plutôt que de mettre l'argent public dans ce développement à perte d'un réseau de bornes de recharge dont on s'apercevra à terme qu'il était bien moins utile que ce que nous avaient dit les constructeurs. Bon, on va voir comment ce déploiement pourrait se faire. Quels sont aujourd'hui les enjeux, cette fois-ci économiques et industriels, puisque Emmanuel Macron l'a dit hier, il s'agirait donc de basculer vers le tout électrique avec une préférence européenne, mais le secteur de l'automobile, là aussi, est en train de subir des mutations. L'une des nouveautés de ce salon de l'automobile, c'est l'arrivée des constructeurs chinois. C'est quelque chose qui était attendu, mais peut-être pas aussitôt. Et aujourd'hui, leur concurrence, notamment sur les véhicules électriques, va être particulièrement importante. On en parle dans quelques instants. Nous sommes en compagnie de Bernard Julien, économiste spécialiste de l'automobile, maître de conférence à l'Université de Bordeaux, et Daniel Attias, professeur émérite à Centrale Supélec et membre de l'Université de Paris-Saclay. 8h sur France Culture. 7h-9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Et à l'occasion du Mondial de l'Auto à Paris, nous évoquons l'avenir de l'automobile. Nous sommes en compagnie de Daniel Attias, professeur émérite à Centrale Supélec, membre de l'Université de Paris-Saclay, Bernard Julien, économiste spécialiste de l'automobile, maître de conférence à l'Université de Bordeaux. Mon camarade Jean Lémarie vient d'évoquer, Bernard Julien, l'aspect politique de cette crise avec là aussi le souvenir des Gilets jaunes, le souvenir également que la France a une spécificité, elle a un parc qui a été largement dieselisé du fait donc d'un certain nombre d'incitations fiscales, c'est vraiment une particularité française. Il faut aujourd'hui sortir de là, sortir aussi peut-être du véhicule individuel parce qu'il y a aujourd'hui un certain nombre de possibilités, l'autopartage, peut-être la location automobile. Est-ce que ça peut constituer une solution pour un grand nombre de Français ou bien est-ce que cela doit demeurer une singularité, par exemple, pour les grandes villes ?
Et étant donné l'ampleur des difficultés soulignées à l'instant, on ne doit se priver d'aucun outil susceptible de faciliter cette espèce de résolution de la quadrature du cercle qui consiste à vouloir verdir sans mettre trop d'argent public d'une certaine manière. Et je pense qu'effectivement, autopartage et covoiturage, qui avaient été des éléments de la panoplie, je dirais, qui étaient très très présents il y a une dizaine d'années, ils ont un peu fait flop, il faut bien le dire. On s'était tous penchés avec beaucoup d'attention là-dessus. Et on avait des autolibes qui germaient dans à peu près toutes les villes, et puis ça marchait assez mal. L'autopartage sous ses différentes formes, ça a été quand même assez peu convaincant. C'est-à-dire ça marchait très bien, mais ça coûtait très cher. Voilà, et puis en même temps, on me dira que l'électrique, ça a été la même histoire au fond. L'électrique, ça a été animé par Borloo sur 2009-2011, et puis on a eu l'impression que c'était oublié en 2014, quoi. Donc il est probable que ces outils, comme ils touchent des éléments de la vie intime des ménages, il faut les remettre sur le métier plusieurs fois pour qu'ils finissent par percer. Donc on peut penser, et j'aurais tendance à le penser pour ma part, que autopartage et covoiturage, face aux difficultés énergétiques, face aux difficultés des ZFE, face aux difficultés qu'on est en train de vivre, ça peut éventuellement être réactivé en 2022, et pourquoi pas commencer à fonctionner. On sait que l'électrique, c'est cher, que la plupart des ménages auront du mal à se le payer, que l'électrique, ça a une autonomie limitée, et que par conséquent, tous les arguments qui avaient été mobilisés il y a une dizaine d'années autour de ces outils du type autopartage, ils méritent d'être remis en selle aujourd'hui. Et du reste, je lisais ce matin que le Crédit Agricole commence à imaginer des formules de ce type-là sur le monde rural. Il y a probablement aussi un certain nombre de cibles qui avaient été mal définies la fois précédente. Ils ne sont pas faciles à définir. Voilà. Le monde rural en matière d'autopartage, c'est évidemment un défi. Oui, en même temps, quand on regarde les formes d'autopartage, je dirais spontanées, qui consistent à partager la même voiture pour amener les enfants à l'école, qui consistent à partager les véhicules pour amener les enfants au handball, à l'école de musique, etc. On a dans le monde rural des pratiques assez courantes à ce niveau-là. Donc je pense qu'il y a à stimuler cela, éventuellement à faire comme on fait pour le vélo, c'est-à-dire à dire vous pouvez aussi bénéficier d'un versement transport quand vous n'avez pas accès au transport public, mais que vous êtes vertueux sur ce régime-là. Donc il faut être assez imaginatif parce que les défis sont considérables et on ne les résoudra pas en disant achetez-vous des électriques, parce que c'est très très cher et que pour la plupart des ménages concernés par les problèmes des prises à la pompe aujourd'hui, c'est hors d'atteinte avec ou sans aide d'État. Daniel Attias, il y a peut-être aussi une autre solution qui serait apportée par les progrès techniques, c'est la navette autonome qui pourrait permettre là aussi de se passer de véhicules individuels. Oui, parce qu'en même temps, la question qu'on se pose, c'est la question du trafic. C'est-à-dire que si on remplace des voitures thermiques par des voitures électriques, on ne résout pas la question du trafic et de l'encombrement dans les villes. On a des engorgements, alors qu'ils seront certes non polluants. Donc ça, c'est déjà un point très positif, mais ce n'est pas suffisant. Alors du coup, moi, je suis convaincue qu'en parallèle de toutes ces mesures dont on vient de parler, covoiturage, autopartage, etc., il y a quand même fondamentalement une offre publique de transport qui doit continuer à se développer. La navette autonome, elle en fait partie dans les programmes dans lesquels nous avons travaillé ces dernières années, dans les grands centres urbains. Alors on en est où? Pardonnez-moi, complément de transport public, complètement. Oui. Je vous coupe, Daniel Attias, comme vous êtes en duplex. On en est où de la navette autonome? Est-ce que c'est véritablement une utopie? Il y a des tests, y compris des tests d'ailleurs en milieu rural. Oui, tout à fait, en milieu rural, à la montagne, dans plein d'endroits. Alors où est-ce qu'on en est? On est d'abord sur des programmes européens, donc des financements d'Europe faits par la Commission européenne. On sort aujourd'hui, après 4 années, d'une expérimentation pour entrer véritablement dans l'expérience. C'est-à-dire que là, on a des navettes dans un certain nombre de sites, je pense à Genève en particulier, dans le quartier de Mérin, où les navettes circulent tous les jours. Alors dans des périmètres qui sont effectivement assez limités en kilomètres carrés, mais quand même, il y a cette possibilité, y compris aujourd'hui, de cette navette qu'on peut utiliser à la demande. C'est-à-dire qu'à partir d'un smartphone, vous pouvez commander une navette et la prendre à un endroit déterminé avec d'autres passagers. Alors, moi, j'y vois un intérêt majeur, bien sûr, parce que je défends ce programme depuis longtemps, c'est que c'est du collectif partagé. Et je pense que c'est une vision qu'on oublie un peu, qu'on a un peu mis de côté. Alors d'abord, parce que dans le coût d'usage de la navette, à terme, peut être relativement faible, puisqu'on n'a pas besoin de chauffeur. Le chauffeur peut être supprimé, puisqu'on externalise la surveillance et le contrôle des navettes à distance. Et dans nos centres urbains historiques, qui sont quand même très difficiles d'accès,
Ces petites navettes de 12-15 places permettent des circulations dans la journée 24 heures sur 24 en plus, c'est-à-dire y compris la nuit, où on peut raccompagner des salariés qui travaillent la nuit, etc., etc. Et je pense que ça, c'est des solutions d'avenir. Alors, elles nécessitent un peu d'investissement, elles nécessitent des voies dédiées, si on veut que ce soit efficace, c'est-à-dire des voies de bus, des voies propres, etc. Pourquoi pas? Je pense que c'est des solutions qu'il ne faut pas négliger. Et on voit dans les expérimentations qu'on a fait en Europe, que ce soit à Copenhague, Luxembourg, à Lyon aussi, en banlieue, eh bien, que ça fonctionne. C'est-à-dire que les gens sont ravis. Ils ne sont pas inquiets de la technologie, ils l'apprennent, ils se sentent en sécurité. Et puis surtout, vous allez d'un point A à un point B dans un temps qui est limité, qui est déterminé à l'avance. Vous savez parfaitement à quelle heure vous allez arriver. Bernard Julien. Oui, c'est vrai que ces technologies-là, on les a imaginées sur un mode qui était probablement assez irréaliste, qui était la voiture sans conducteur, toute cette espèce de mythologie qui ressemblait presque à la voiture volante. Et là, j'avoue qu'on pouvait nourrir le plus grand scepticisme, d'autant que finalement les constructeurs avaient tendance à laisser se développer cette mythologie-là. Aujourd'hui, je dirais, c'est un peu comme avec la drogue, qu'on est un peu redescendu, comme on dit pour les héroïnomanes. Et aujourd'hui, on regarde la question du véhicule autonome de manière beaucoup plus circonstanciée, sur des cas d'usage collectifs, comme disait Daniel Attias, qui sont beaucoup plus défendables sur le plan à la fois des financements et sur le plan politique. Encore une fois, je disais tout à l'heure qu'il fallait se priver d'aucun des moyens pour résoudre nos problèmes de mobilité. Je pense que la navette autonome peut en faire partie. Évidemment, le problème, c'est que puisqu'il n'y aura pas de marché pour le véhicule individuel, les constructeurs ont eu tendance quand même à lever le pied, si je puis dire, sur ce dossier-là, entre autres choses parce qu'ils sont complètement focalisés aujourd'hui sur le véhicule électrique et les investissements que ça demande, et du coup, ils n'ont pas forcément les moyens de s'engager aussi sur la voie technologique qui était celle du véhicule autonome. Parce que le véhicule autonome, malgré tout, alors il est aujourd'hui en circulation. Il peut aussi donner lieu, d'ailleurs, c'est important de le souligner, Daniel Attias, à un certain nombre de développements pour les transports terrestres, c'est-à-dire pas seulement transport de personnes, mais aussi pour les transports de marchandises. On a par exemple évoqué des trains de camions, c'est-à-dire non pas des camions sur les trains, mais des camions qui pourraient circuler en convoi de manière semi-autonome. Oui, tout à fait. Oui, vous avez absolument raison. C'est-à-dire qu'on a des multiples applications, des multiples usages. On peut à la fois transporter des personnes, à d'autres moments, comme on l'a fait pendant le Covid, on a transporté des plateaux repas, par exemple, parce que les gens ne pouvaient plus se déplacer véritablement, c'était trop compliqué. Sur le site de l'EPFL en Suisse, à Lausanne, les petites navettes autonomes ont servi pour livrer des repas, livrer des tas d'objets différents, des caisses, des livres, des documents, etc. Donc on peut imaginer plein d'usages. Moi, j'insiste sur le fait, parce que souvent, quand on parle de véhicule autonome, on imagine la Google Car, l'ex-Google Car, maintenant, qui s'appelle Waymo. Ça, à mon avis, c'est une option qui m'apparaît inenvisageable en Europe, enfin, en tout cas dans nos grands centres urbains, même à la campagne. Je pense beaucoup plus, moi, à ces minibus. Ces minibus ou éventuellement ce que vous évoquez. Par exemple, aujourd'hui, on se pose la question de camions un peu moins, évidemment, pas des énormes camions, mais des camions qui permettraient des livraisons, le dernier kilomètre autonome, électrique. Ça m'apparaît aujourd'hui une solution qui n'est pas négligeable du tout. Et qui, bien entendu, aurait un impact sur le climat et en matière écologique. Oui. Bernard Julien, l'automobile, c'est aussi un secteur économique important, un secteur qui est devenu extrêmement complexe du fait des fusions. Alors, on est désormais habitué à Renault et Nissan, mais on a affaire aussi à un autre groupe, Stellantis. Le point sur, justement, les différents mouvements qui ont eu lieu dans ce secteur. Oui, alors bon, vous évoquiez Renault-Nissan, donc pour l'instant chez Renault-Nissan, il y a semble-t-il des velléités d'être un peu moins proches finalement entre Renault et Nissan. Donc on verra la manière dont les choses vont évoluer, puisque ça va évoluer dans le mois qui vient. Mais tout indique quand même que le temps de Carlos Ghosn avec cette alliance qui était le cœur de la stratégie de Renault, c'est quelque chose qui est un petit peu moins vrai aujourd'hui, et qu'on a effectivement une autonomie, je dirais à la fois stratégique et technologique de Renault d'un côté et de Nissan de l'autre, qui tente à s'accroître. Pour quelle raison ? Parce qu'on a beaucoup insisté sur les économies d'échelle, sur le fait que deux constructeurs pouvaient partager des plateformes, pouvaient partager également des moteurs. Les coûts de développement sont de plus en plus importants, notamment, alors on vient de parler du véhicule autonome, mais l'électronique embarquée, l'informatique, fait que
tout cela suscite des coûts qui sont difficiles à absorber pour un seul constructeur, Bernard Julien. Oui, le rationnel économique, il est relativement clair. Hein. Le problème, c'est un problème de réalisation. Hein. C'est-à-dire qu'on sait, depuis que l'Alliance existe, c'est-à-dire depuis 23 ans, que c'est infiniment compliqué, que les gens ont du mal à se mettre, à coopérer efficacement. Hein. Et je lisais un papier ce week-end qui disait l'Alliance est un sport de combat, quoi, hein. Donc il y a effectivement une espèce de vigilance, d'énergie à déployer au profit de l'Alliance qui, semble-t-il, n'a plus été au rendez-vous depuis 2018 ou plus vraiment, hein, ce qui fait que les projets s'étirent un peu et qu'il faudrait relancer ce projet-là. Et puis personne n'est là pour le faire aujourd'hui, hein, c'est de cet ordre-là, de l'ordre de la vitalité de l'Alliance. Alors l'autre grand acteur, vous le disiez, c'est Stellantis. Alors Stellantis, c'est un acteur qui est particulièrement important à comprendre aujourd'hui parce que c'est notre ancien Peugeot Citroën, mais que ça a intégré Opel en 2017, et puis il y a 2 ans maintenant, l'ensemble Fiat Chrysler. Hein, donc ça veut dire qu'on a une entité qui est, je dirais, pratiquement trinationale en Europe, hein, puisqu'il y a à la fois un fort soutien de la puissance publique allemande, un fort soutien des pouvoirs publics français qui sont au capital de Stellantis, hein, et puis il y a évidemment une attention très forte à ce groupe-là de l'État italien. Hein, ajoutant à cela la configuration américaine, parce que c'est Chrysler aussi. Hein. Et donc on a évidemment un constructeur ou un patron, hein, en l'occurrence Carlos Tavares, qui se présente au pouvoir public français avec cette espèce de faculté de voyager, hein, vers un autre État assez aisément. Hein. Et on voit bien sur les usines de batterie, typiquement, qu'aujourd'hui vous avez une usine de batterie qui a été décidée à Douvrin, c'est-à-dire dans les Hauts-de-France, hein, sur un site PSA, à côté de Valenciennes. Vous avez un autre site à Kaiserslautern de l'autre côté du Rhin. Et puis vous avez maintenant une usine qui va être probablement la plus importante, usine de batterie du groupe, hein, en Italie, pour fabriquer des Fiat 500 électriques. Hein. Et donc évidemment, le jeu des patrons de Stellantis, c'est de pianoter entre les différents intérêts nationaux pour essayer de tirer la couverture à soi. Hein, ça veut dire une chose importante quand même, c'est qu'on insiste beaucoup sur la Chine, les Chinois et éventuellement sur les États-Unis. Et Emmanuel Macron disait hier qu'il était important que les véhicules qu'on aiderait les Français à acquérir soient des véhicules qui soient, si possible, produits en France, en tout cas en Europe. Hein. Le problème, c'est que l'essentiel des voitures que nous achetons aujourd'hui, hein, des véhicules électriques que nous achetons aujourd'hui, il peut s'agir d'une Renault Twingo, il peut s'agir d'une Peugeot 208, il peut s'agir d'une Opel Corsa ou d'une Fiat 500, ce sont des véhicules qui sont importés. Hein, et donc toute la difficulté qu'on va avoir dans les temps à venir, c'est de s'assurer que la concurrence intra-européenne, et non pas entre l'Europe et la Chine, hein, soit une concurrence qui s'orchestre pour une fois, non plus en défaveur de la France comme ça a été le cas depuis 20 ans, mais en faveur de la France. Hein. Donc de ce point de vue-là, il y a un mouvement très intéressant du côté des Hauts-de-France avec Renault, hein, qui va faire sa Renault 5 hein, à Douai. La nouvelle Renault 5. Voilà. Hein, ce qui risque évidemment de pâtir à Bursa, qui est l'usine turque qui fabrique aujourd'hui les Clio 5. Donc là, on aurait une espèce d'inversion de l'histoire récente de l'automobile qui s'opérerait si jamais ça devait être vrai. Chez Stellantis, il semble qu'on ne fasse pas un mouvement massif pour faire revenir en France, alors pas forcément les véhicules électriques, mais en tout cas les véhicules électriques que les Français vont acheter. Parce que les Français, comme d'habitude, ils vont acheter des voitures qui seront de petites voitures dont on prétend depuis des années qu'on ne peut pas les fabriquer rentablement en France. On espérait, avec Renault, que ce serait un peu, que le raisonnement des constructeurs change un petit peu à l'occasion de l'électrification. C'est vrai de Renault, c'est pour l'instant pas vrai. Ça n'est pour l'instant pas vrai, de Stellantis. Mais ça veut dire aussi que Renault tournerait le dos ou infléchirait sa politique, puisque pendant de nombreuses années, l'une des marques les plus profitables du groupe Renault, c'était Dacia, autrement dit des véhicules bon marché, dont une version aujourd'hui électrique existe, Bernard Julien. Oui, alors, c'est vrai que Renault pourrait cultiver l'idée qui était finalement celle d'Arnaud Montebourg autrefois, l'idée du petit véhicule populaire propre, quoi. Hein, donc c'est peut-être... C'est un peu, malgré tout, la spécificité de la France en matière automobile. On a toujours mieux réussi dans les voitures populaires que aujourd'hui, les voitures haut de gamme. Une vraie hésitation du point de vue du management des grands groupes automobiles sur les marques comme Renault, mais aussi Peugeot, Citroën, etc., d'aller vers cela. Hein, il y a cette conviction que l'électrique, ce sera forcément plus cher, qu'il faut l'assumer, et que je lisais une interview de Luca De Meo qui disait « ce sont les riches qui financeront la transition électrique hein, ». Donc on est plutôt sur cette idée-là. Et en même temps,
on a tout à y perdre, il me semble. Hein, on a tout à y perdre parce qu'au jeu de la montée en gamme, c'est toujours l'Allemagne qui gagne, comme on dit en football. Hein, et par conséquent, je pense qu'il y a effectivement un vrai intérêt aujourd'hui pour le dossier industriel, pour une espèce de New Deal français autour de son automobile, et qu'il manque un pas qui est celui-là, hein, qui permettrait de différencier l'offre française par rapport aux offres non françaises. Surtout que les constructeurs automobiles les plus rentables sont des constructeurs de niche, des constructeurs de voitures luxueuses. Alors Tesla, dont les modèles sont onéreux, Porsche qui va bientôt s'introduire et qui là aussi est un constructeur extrêmement rentable, alors que l'industrie automobile française, les marques que vous venez de citer, ont souvent été dans des situations économiques périlleuse, Bernard Julien. L'économie de masse pour l'automobile, c'est quelque chose qui, depuis de nombreuses années, depuis peut-être la fin du Fordisme, fonctionne mal. Oui, en même temps, moi je suis le co-auteur d'un ouvrage sur Logan il y a 10 ans, hein, qui avait montré que cette Dacia, hein, qui a fait le succès de la marque qu'on évoquait, a été extrêmement profitable. Hein. Non pas parce qu'elle était fabriquée dans des pays low cost, mais parce qu'elle était capable de séduire les ménages qui achetaient d'habitude des voitures d'occasion. Hein, donc je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai espace à occuper autour de l'électrification, qui est une électrification qui serait abordable. Hein. Je pense qu'il y a une vraie diplomatie française à développer autour de cet objectif-là, et je pense qu'on a joué comme les Allemands, on se laisse fixer les règles par nos principaux concurrents, et comme c'est eux qui fixent les règles, ils ont plus de facilité à les suivre qu'on en aura nous. Si vous réussissez à le faire, je veux dire, le problème de l'électrique, ça n'est pas tellement ce qu'a réussi à faire Dacia avec notamment la Logan, c'est-à-dire utiliser des composants qui sont des composants éprouvés, un moteur éprouvé. Là, vous êtes obligé d'avoir les batteries. Les batteries coûtent cher et aujourd'hui, il me semble en tout cas que c'est un poste largement incompressible. Oui, si, c'est compressible quand on fait des véhicules qui sont plus petits. Hein, aujourd'hui, on fait des chars d'assaut électrifiés. Donc, on fait des véhicules qui font 2 tonnes et pour leur donner une autonomie relativement élevée, ce qui n'est pas forcément toujours souhaitable, on est obligé de les doter de batteries très élevées. Du coup, on sort des voitures qui sont à 40 000 € pour ces raisons-là. Ainsi, on prend le problème différemment et qu'on se donne un objectif de coût, hein, en disant il faut que ça sorte à 17 000 €. Dans ces cas-là, on fait des véhicules plus légers. On dit éventuellement il n'y aura pas toutes les étoiles dans les résistances au choc, etc. Alors ça, c'est important ce que vous venez de dire, c'est le test NCAP qui est un test extrêmement important de résistance au choc. Il faut accepter d'acheter une voiture dont on sait que sa sûreté pourrait être inférieure à celle d'autres modèles, Bernard Julien. Oui, enfin, il y a une question d'organisation de la route et de la coexistence des gens sur la route. Hein. Aujourd'hui, les gens qui ont des voitures d'occasion de 15 ans, ils n'ont pas toutes les étoiles Euro NCAP qu'on évoque. Hein. Donc il y a évidemment un problème de capacité de l'Europe à fabriquer des voitures électriques qui ne soient pas achetables uniquement par les ménages âgés et vieux, allemands et norvégiens, mais qui soient aussi achetables par des ménages de classe moyenne italienne ou espagnole. Et puis, l'ultime nouveauté de ce mondial de l'auto, Bernard Julien, sont les constructeurs chinois qui arrivent. Ils arrivent en force. Il y a même aussi un constructeur vietnamien qui arrive avec des véhicules électriques, et ça n'est pas anecdotique. Non, alors effectivement, côté vietnamien, mais surtout côté chinois, il y a un marché intérieur qui a des avantages qui permettent de fabriquer, de travailler sur des véhicules électriques qui sont vendus en très grand nombre. Donc évidemment, la structure des coûts est favorable, et comme malgré tout, l'industrie automobile reste une industrie de volume, eh bien il y a un avantage. Et puis, comme ça avait été le cas autrefois d'ailleurs pour les Japonais ou pour les Coréens, il y a probablement une volonté de rentrer en Europe qui va de pair avec un soutien de l'État. Qui fait que, sans qu'on puisse le vérifier, il y a une vente, sinon à perte du moins, il y a des efforts commerciaux qui sont faits pour que, au niveau des prix, les véhicules soient rendus très très abordables. Donc on voit ça assez clairement avec MG. MG, c'est la marque de SAIC, qui est le grand constructeur automobile de Shanghai. Là, il y a évidemment une volonté de rentrer en Europe avec des véhicules qui soient très séduisants et beaucoup moins chers. Pratiquement 10 000 € en prix de vente client en moins. Et donc, évidemment, il y a une menace qui est sérieuse. Alors, il faut quand même la modérer pour les raisons suivantes. Dans l'automobile, on ne peut pas être très présent sur un marché comme le marché européen sans y fabriquer des voitures. Donc, tout va se jouer dans les années à venir sur la capacité des Chinois de construire ou non des usines en Europe. On sait que les pays d'Europe centrale et orientale, très désireux
de se développer économiquement très rapidement dans les années 2000, avaient ouvert très, très grand leurs portes aux investisseurs coréens, japonais, etc. Évidemment, du point de vue des politiques de Bruxelles, la question de savoir si on va être aussi sympa avec les constructeurs chinois de batteries et de véhicules est une question qui devra être posée. Daniel Attias, un mot de conclusion. On l'a vu, beaucoup de nouveautés Oui. pour ce mondial de l'auto et beaucoup de mutations en perspective. Oui, tout à fait, tout à fait. Oui, je pense qu'il y a plein de questions qui se posent, alors y compris une autre question qu'on n'a peut-être pas abordée aussi, c'est pour l'instant on parle que de batteries au lithium-ion. Il y a aussi une autre course, alors là qui est plus sur le long terme, qui est celle que initient très largement les Japonais, c'est la course aussi à l'hydrogène, qui est aussi une autre technologie un peu différente. Alors, qui pose plein de questions, parce qu'effectivement, elle pose aussi la question des bornes de recharge, de la lourdeur du véhicule, etc. Mais on voit, dans beaucoup d'écrits, des chercheurs travaillent, nous on l'a fait à Centrale Supélec, sur la fameuse hydrogène verte, et qui est intéressante, parce que celle-là, effectivement, elle est absolument non polluante, et elle est issue, évidemment, de tout ce qui est électricité renouvelable, c'est-à-dire le solaire, l'éolien, l'hydraulique, etc. Et je pense qu'on est aussi, enfin c'est assez prometteur comme période, parce que tous les possibles sont devant nous, que ce soit sur le plan réglementaire, technologique. Enfin, je pense qu'on a plein de mouvements qui émergent. Et il faut aussi être très vigilant sur les petites start-up qui inventent partout des petites technologies. Je vois quand j'ai travaillé sur les navettes autonomes, il ne faut pas oublier quand même que c'est un fabricant français, Navia, qui est leader mondial aujourd'hui, qui s'est installé dans la banlieue de Lyon, à Villeurbanne, qui est son usine de production. Et voilà, et ça c'est une expérience. C'est l'une des innovations. Voilà, exactement. Merci Daniel Attias. Je rappelle que vous êtes professeur émérite à Centrale Supélec. Merci Bernard Julien, économiste spécialiste de l'automobile et maître de conférence à l'Université de Bordeaux. Dans quelques instants, le point sur l'actualité, le 8h45.